Depuis des siècles, on nous a dit que les pyramides étaient des tombes, des monuments dédiés à des rois morts et à des dynasties disparues. Mais et si cette histoire était fausse? Et si ces structures colossales n'étaient pas le début de la civilisation, mais son dernier souvenir survivant, la preuve que l'humanité est morte et a rené avant? À travers le désert égyptien, sous le soleil implacable, s'élève une géométrie si précise qu'elle ne devrait pas exister. 3 pyramides alignées à la perfection cardinale. 2 millions de blocs de pierre, chacun pesant des tonnes, ajustés si étroitement qu'une lame ne peut passer entre eux. Et en dessous de tout cela, le sphinx usé par les intempéries, énigmatique, et peut-être plus ancien que le sable même qui l'enterre. De nouvelles preuves géologiques suggèrent que l'eau a autrefois sculpté le corps du sphinx, des siècles de pluie qui ont cessé bien avant l'existence des pharaons égyptiens. Des données astronomiques révèlent que les pyramides reflètent exactement la ceinture d'Orion telle qu'elle apparaissait non pas il y a 4500 ans, mais il y a 12 000 ans. Et ce nombre compte parce qu'il y a 12 000 ans, le monde a failli finir. La catastrophe du Dryas récent. Une frappe de comète fragmentée qui a transformé des continents vers un désert gelé et a noyé des côtes sous des mers montantes. Des civilisations se sont effondrées, des espèces ont disparu, des forêts sont devenues des déserts, et les survivants se sont dispersés aux confins de la survie. Pourtant, les pyramides se dressent encore, silencieuses, parfaites et impossibles anciennes. Nous devons donc poser la question qu'aucun manuel n'ose poser. Les bâtisseurs de Gizeh étaient-ils des survivants de ce monde perdu? Une civilisation effacée par un feu cosmique et un déluge global, ne laissant derrière elle que des témoins de pierre. Ce soir, nous retournons sur le plateau qui défie le temps pour décoder la résonance, les étoiles et le silence qu'ils ont laissé graver dans le calcaire et le mythe. Si cette histoire défie tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire humaine, partagez-la avec quelqu'un qui doit la voir. Abonnez-vous pour plus de mystères oubliés que les manuels ne vous diront pas, et laissez un commentaire. Quel site ancien pensez-vous renfermer des secrets que nous n'avons pas encore décodés? Des données satellitaires de la mission de topographie radar de la navette de la NASA révèlent de vastes systèmes fluviaux enterrés serpentant sous les dunes du Sahara, des paléocanaux qui ont autrefois transformé l'Afrique du Nord en un labyrinthe d'eau. L'un d'eux, le fleuve Tamanais, traversait le cœur du continent, formant un delta de la taille de l'Égypte moderne. Un autre, la branche Arama récemment découverte, coulait près du plateau de Gizeh lui-même. Le nom signifie pyramide en arabe, ce qui convient car il pourrait avoir léché les fondations calcaires des monuments que nous voyons aujourd'hui. Il y a 12 000 ans, cette région n'était pas un désert mais une prairie, un corridor vers s'étendant de la mer Rouge à l'Atlantique, grouillant de gazelles, d'éléphants et de communautés humaines qui prospéraient le long des rives des fleuves, maintenant enterrés sous 30 mètres de sable. Des échantillons de pollen extraits de lacs fumés des restes fossilisés d'hippopotames, de crocodiles et de poissons d'eau douce dans le désert occidental prouvent que le Sahara pulsait autrefois de vie. Les géologues appellent cette ère la période humide africaine, lorsque la ceinture des moussons s'est déplacée vers le nord et que les pluies ont transformé des dunes stériles en une oasis de lacs, de forêts et de fleuves coulants. L'art rupestre de Givre Kabir et de Tassili Nager capture ce paradis perdu. Des girafes paissant sous des acacias. Des chasseurs traquant des antilopes. Des bateaux de roseaux glissant sur des eaux qui n'existent plus. Ce ne sont pas des mythes. Ce sont des archives peintes par des gens qui ont vu le Sahara quand il respirait encore. Puis vint la catastrophe. Autour de 12 900 ans, au début du Dryas récent, les pluies cessèrent. Les températures chutèrent. Les calottes glaciaires qui avaient reculé avancèrent à nouveau vers le sud et la mousson s'effondra. En quelques générations, les lacs s'évaporèrent en salines. Les fleuves se transformèrent en poussière et le Sahara vermourut. Ceux qui y vivaient avaient deux choix, mourir avec la terre ou migrer vers l'est, suivant la dernière ligne de vie d'eau, le Nil. Si une architecture monumentale existait avant cet effondrement, la plupart auraient disparu, enterrés sous des dunes avancées, érodés par le vent, avalés par des sables mouvants. Seules les structures taillées dans le substrat rocheux ou construites sur des plateaux élevés et stables pouvaient endurer la transformation. Le Sphinx et la Grande Pyramide, leur cœur fusionné à des fondations calcaires,
pourraient être des survivants de cet âge antérieur, des monuments portés à travers les millénaires par la même dessiccation qui a effacé tout le reste autour d'eux. Des carottages sous le plateau de Gizeh révèlent des couches alternées de sédiments, des dépôts fluviaux, de l'argile, du sol compressé, des archives géologiques silencieuses d'un climat en flux. Dans ces strates, les scientifiques ont découvert des diatomées d'eau douce, des algues microscopiques qui ne poussent que dans l'eau stagnante. Elles prouvent que cette terre, maintenant parmi les plus sèches sur Terre, abritait autrefois des étangs, des ruisseaux et des inondations saisonnières. Même le calcaire de l'enclos du Sphinx porte de profonds canaux d'érosion verticale, des rainures sculptées non par le vent, qui érodent horizontalement, mais par des siècles de pluie en cascade. Certains géologues proposent que cette fenêtre plus humide entre 12 000 et 8 000 avenue Jésus-Christ pourrait avoir été la véritable ère de la construction la plus ancienne de Gizeh. Une brève période de récupération lorsque la glace recula, les fleuves revinrent brièvement et le climat se stabilisa. L'horizon aurait été clair alors, le Nil débordant de vie, les étoiles nettes contre un ciel non pollué, des conditions idéales non seulement pour la survie, mais pour l'ingénierie monumentale et l'alignement astronomique précis. Des inscriptions anciennes font écho à ce climat oublié. Des gravures à Wadi Hamama parlent de ruisseaux coulant là où seul le rocher existe aujourd'hui. D'autres près de l'oasis de Karga dépeignent des gazelles et du bétail sauvage éteint depuis longtemps paissant près de l'eau. Et loin au sud-ouest, à Napta Playa, un cercle de pierres plus ancien que Stonehenge suit le lever du soleil du solstice d'été avec une précision mathématique. Ces bâtisseurs, des éleveurs de bétail vivant près de lacs saisonniers, cartographiaient déjà les cieux. Lorsque leur terre se transforma en désert, ils se déplacèrent vers le Nil, emportant avec eux leurs connaissances célestes. Peut-être étaient-ils les ancêtres de ceux qui aligneraient un jour Gizeh aux étoiles avec une précision impossible. Imaginez ce moment de transformation. Les fleuves s'estompant, les forêts se fanant en poussière. Un peuple réalisant que son monde se terminait, non dans une seule tempête, mais dans la lente suffocation de la sécheresse. Il pourrait avoir construit non par ambition ou ego, mais par mémoire, des monuments destinés à survivre à l'effondrement, à témoigner qu'ils avaient existé, qu'ils avaient compris le cosmos et qu'ils refusaient d'être oubliés. Les premières pierres pourraient avoir été élevées comme un acte de souvenir, un enregistrement en calcaire d'un monde sur le point de se noyer dans le sable. Paradoxalement, c'est le désert qui a préservé cet enregistrement. La même sécheresse qui tue la vie a gardé le passé intact, figé dans une stase géologique. En archéologie, cela s'appelle le paradoxe de la préservation, la vérité que la désolation protège. Papyrus, momies, pigments et granit ont tous enduré des millénaires parce que les pluies ne sont jamais revenues. Le passé de l'Égypte n'a pas disparu. Il a été embaumé dans le sable. Lorsque vous vous tenez à Gizeh aujourd'hui sous le soleil du matin, vous ne témoignez pas du triomphe de la civilisation sur la nature, mais du résidu de la retraite de la nature. Les pyramides sont des fossiles géologiques de la volonté humaine. Des souvenirs d'une terre plus verte gravée à une époque où le Sahara respirait encore et où les étoiles s'alignaient différemment dans le ciel. La science confirme maintenant ce que le mythe a toujours impliqué. L'Égypte est née non en isolation, mais dans un cycle, création, destruction, renouveau. Ses racines remontent au rythme de la planète elle-même, à des époques où le climat était vivant et où l'humanité dansait au bord de l'extinction. Le désert n'est pas vide. C'est une archive. Chaque dune contient des données, des isotopes, des grains de pollen, des poussières fossilisées, des murmures de mondes qui ont précédé. Et ainsi l'histoire commence non avec ce qui a été construit, mais avec ce qui a été perdu. Avant de pouvoir demander qui a élevé les pyramides, nous devons d'abord demander quel genre de monde pouvait leur donner naissance, et quel genre de catastrophe pouvait l'effacer si complètement que seules 3 montagnes de calcaire et une énigme à corps de lion restent. Le soleil monte plus haut maintenant, et avec lui, la lumière se fait plus vive contre le visage du grand sphinx. Chaque touriste voit la même figure. La tête humaine, le corps de lion, la tranquillité colossale regardant vers l'est, vers le soleil levant. Mais regardez de plus près ce qui l'entoure, le fossé dans lequel le sphinx repose à moitié enterré, taillé directement dans le substrat rocheux, comme une carrière figée dans le temps. Ces murs sont le secret le plus ancien du sphinx.
Si vous pouviez passer votre main le long de l'enclos intérieur. La roche est festonnée, en forme de vague, coulant comme de l'eau gelée. Les canaux courent verticalement, non horizontalement, comme le ferait l'érosion par le vent, comme si des torrents avaient cascadé le long des murs pendant des siècles, sculptant la pierre avec une patience implacable. Ce ne sont pas des lignes sculptées par le vent. Ce sont les empreintes de la pluie, lourde, soutenue et impossible sous le climat actuel de l'Égypte, qui reçoit moins de 2,5 cm de précipitations par an. Lorsque le docteur Robert Schoch, un géologue de l'Université de Boston, a examiné ces caractéristiques pour la première fois en 1991, il les a approchées non comme un égyptologue enchanté par les pharaons, mais comme un scientifique de la pierre. Il a noté que les couches les plus profondément altérées se produisent dans les strates les plus anciennes de la formation de Mokattam, qui sous-tend à la fois le Sphinx et le plateau de Gizeh. Ce calcaire est relativement doux, facilement sculpté par l'eau, mais hautement résistant à l'abrasion par le vent. Schoch a comparé les patterns d'érosion à des formations similaires taillées par la pluie ailleurs dans la vallée du Nil et à travers le Sahara oriental, et les résultats étaient stupéfiants. Schoch a comparé les patterns d'érosion à des formations similaires taillées par la pluie ailleurs dans la vallée du Nil et à travers le Sahara oriental, et les résultats étaient stupéfiants. Les fissures verticales, les ondulations en forme de vagues, la profondeur de l'altération, tout pointait vers une conclusion. Le Sphinx avait été exposé à des siècles de fortes pluies. Pas des tempêtes occasionnelles, mais des précipitations soutenues à une échelle que l'Égypte n'a pas connue dans l'histoire enregistrée. Pour trouver un climat qui pourrait produire une telle érosion, Schoch a dû regarder en arrière au-delà des pharaons, au-delà des premières dynasties, au-delà même des premiers établissements agricoles le long du Nil. Il a dû remonter à l'époque où le Sahara était vert. Entre environ 14 800 et 5 500 avenue Jésus-Christ, l'Afrique du Nord a subi une transformation si complète qu'elle serait méconnaissable aujourd'hui. Cette époque, connue des climatologues comme la période humide africaine, représente l'un des changements climatiques les plus dramatiques de l'histoire humaine. Une époque où le plus grand désert du monde a fleuri en une oasis couvrant tout un continent. Le mécanisme était orbital. L'inclinaison axiale de la Terre et sa précession ont provoqué le déplacement vers le nord de la mousson ouest-africaine, portant des vents chargés d'humidité profondément dans ce qui est maintenant un désert stérile. Les pluies estivales ne tombaient pas en averses éparses, mais en déluges saisonniers remplissant les vallées fluviales, creusant des bassins lacustres et transformant le sable en sol. Les preuves sont écrites en couches. Des carottes extraites de lits de lacs anciens à travers le Sahara révèlent des grains de pollen préservés dans les sédiments, acacias, herbes sauvages, figuiers, tamaris ou des espèces qui nécessitent des pluies constantes et un sol fertile. Dans le bassin du Tchad, les scientifiques ont extrait des restes fossilisés de perches du Nil, un poisson d'eau douce qui n'existe aujourd'hui que dans les grands lacs d'Afrique de l'Est. Dans la région de Fezzan en Libye, des fouilles ont révélé les os de crocodiles, d'hippopotames et d'éléphants, des créatures qui ne peuvent survivre sans source d'eau permanente. La datation au radiocarbone place ces restes entre 12 000 et 6 000 ans. Une période où le Sahara n'était pas un désert, mais une savane, une mosaïque de prairies, de zones humides et de forêts éparses s'étendant de la côte atlantique à la mer Rouge. Ce n'était pas un paysage marginal. Il était florissant. Des échantillons de diatomées. Des algues fossilisées microscopiques trouvées dans des carottes sédimentaires confirment la présence de lacs d'eau douce et de fleuves lents à travers des régions qui reçoivent aujourd'hui moins de 2,5 cm de pluie par an. Certains de ces lacs étaient vastes. Le lac Méga Tchad à son apogée autour de 9000 avenue Jésus-Christ couvrait une superficie plus grande que la mer Caspienne. Ses rives étaient parsemées de communautés de pêcheurs dont les outils et la poterie reposent encore enterrés sous le sable. Les gens qui vivaient là ont laissé leurs marques dans la pierre. À Tassili nager dans le sud de l'Algérie, des abris rupestres taillés dans des falaises de grès contiennent certaines des arts préhistoriques les plus antiques du monde. Plus de 15 000 peintures et gravures couvrant des millénaires. Les plus anciennes dépeignent un monde d'abondance. Des girafes dominant des acacias, des troupeaux d'antilopes traversant des plaines ouvertes, des humains nageant dans des fleuves qui n'existent plus. Il y a des images de bateaux de roseaux, leurs proues courbées coupant l'eau, des pêcheurs avec des filets et des harpons, des femmes se rassemblant au bord de l'eau. Plus à l'est, sur le plateau de Gilf Kabir en Égypte,
des peintures rupestres montrent des scènes similaires. Des figures humaines dansant, chassant, gardant du bétail près de lacs qui ne sont aujourd'hui que poussière et pierre. Ce ne sont pas des symboles abstraits. Ce sont des archives peintes par des gens qui connaissaient l'eau, qui en dépendaient, qui avaient construit toute leur existence autour des rythmes de la pluie et du fleuve. Puis, avec une vitesse choquante, cela s'est terminé. Autour de 12 900 ans, le climat de la Terre est entré dans une période d'instabilité catastrophique connue sous le nom de Dryas récent. Le nom vient d'une fleur sauvage arctique qui est soudainement réapparue dans les enregistrements polyniques européens. Une espèce adaptée au froid qui avait disparu pendant l'interglaciaire réchauffé pour revenir lorsque les températures ont chuté. La cause reste débattue, mais les preuves pointent de plus en plus vers un impact extraterrestre, une comète ou un astéroïde fragmenté qui a frappé les calottes glaciaires du Nord, déclenchant une cascade de perturbations atmosphériques et océaniques. La circulation de l'Atlantique Nord ralentit. Le jet stream se déplaça et la mousson ouest-africaine, qui avait alimenté les fleuves du Sahara pendant des milliers d'années, s'effondra. La pluie s'arrêta presque du jour au lendemain. Les niveaux des lacs chutèrent. Les fleuves se réduisirent à des ruisseaux saisonniers, puis à des canaux secs. Les prairies se fanèrent. En quelques générations, peut-être en une seule vie humaine, le corridor vert de l'Afrique du Nord commença sa transformation en désert. Le changement n'était pas progressif. Il était violent. Des carottes sédimentaires du lac Bosintwe au Ghana montrent un changement abrupt dans la dépôt de poussière autour de 12 800 ans, des quantités massives de sable aérien apparaissant soudainement dans des couches qui montraient auparavant un sol riche en organique. C'est la signature d'une désertification accélérée, de la couverture végétale s'effondrant si rapidement que le vent pouvait emporter des paysages entiers dans le ciel. Pour les communautés vivant à travers le Sahara, c'était l'apocalypse. Imaginez regarder votre monde mourir, non dans le feu ou l'inondation, mais dans la lente strangulation de la sécheresse. Le lac d'où vous pêchiez depuis des générations, se rétrécissant année après année jusqu'à ce qu'il ne reste que de la boue craquelée. Les troupeaux de gazelles et d'antilopes migrants, suivant les pluies qui reculent. Les arbres mourants, leurs racines incapables d'atteindre l'eau qui n'existe plus. Et enfin, la compréhension que vous devez partir ou périr. La réponse humaine fut la migration, un exode massif vers les dernières sources d'eau restantes. Et en Afrique du Nord, cela signifiait le Nil. Alimenté par des sources équatoriales en Éthiopie et en Ouganda, le Nil continuait à couler même lorsque les terres environnantes se transformaient en poussière. Il devint un refuge, une ligne de vie, le seul fil vert dans un continent de sable. Les preuves archéologiques montrent une augmentation dramatique de la densité des établissements le long de la vallée du Nil à partir d'environ 11 000 avenue Jésus-Christ, exactement quand l'effondrement du Sahara aurait forcé les populations vers l'est. Ce n'étaient pas des réfugiés primitifs. C'étaient les survivants d'une culture sophistiquée. Des gens qui avaient suivi les étoiles, qui avaient peint des symboles cosmiques dans leurs grottes, qui avaient compris l'élevage animal et la navigation saisonnière. Ils apportèrent leur connaissance avec eux, leur compréhension des cycles célestes, leur tradition de construction de monuments, leur mémoire du monde qui s'était noyé dans le sable. Et peut-être, juste peut-être, apportèrent-ils quelque chose d'autre. Les constructions en pierre massive les plus anciennes en Égypte n'apparaissent pas dans le delta du Nil, mais sur le bord du désert occidental, dans des endroits comme Napta Playa, où un cercle mégalithique daté de 7000 avenue Jésus-Christ suit le solstice d'été avec une précision qui rivalise avec Stonehenge. Ces bâtisseurs étaient des éleveurs de bétail vivant près d'un lac saisonnier, utilisant l'astronomie pour prédire les pluies. Quand ce lac s'assécha finalement autour de 5500 avenue Jésus-Christ, son peuple aussi se serait déplacé vers le Nil. Certains archéologues théorisent maintenant que la connaissance astronomique intégrée dans la disposition de Gizeh, la précision, les alignements célestes, la sophistication géométrique pourrait ne pas avoir origine chez les pharaons du tout. Mais chez ces cultures antérieures, survivants du Sahara vers qui portèrent leur compréhension cosmique dans la vallée du Nil et l'encodèrent dans des monuments conçus pour survivre à la mémoire elle-même. Parce que si vous êtes la dernière génération d'un monde mourant, que laissez-vous derrière? Si vos lacs s'évaporent, vos forêts se transforment en poussière, votre civilisation entière face à l'extinction,
Comment assurez-vous que quelque chose, n'importe quoi, survive pour témoigner que vous avez existé, que vous avez compris le cosmos, que vous étiez là? Vous construisez en pierre. Vous construisez dans le substrat rocheux. Vous construisez des structures si massives, si parfaitement alignées, si géométriquement précises que même si la langue meurt, même si l'écriture est oubliée, même si toute autre trace de votre culture est avalée par le sable, l'architecture elle-même parlera. Le sphinx taillé dans une colline de calcaire, son corps façonné directement dans la roche vivante du plateau, pourrait endurer les inondations et les sécheresses. La grande pyramide. Ces blocs de cœur pesant jusqu'à 70 tonnes, ajustés si étroitement que l'activité sismique ne peut les déplacer. Conçus non pour une dynastie, mais pour l'éternité. Ce ne sont pas des tombes. Ce sont des témoignages. Et s'ils ne datent pas de 2500 avenue Jésus-Christ, mais de la fenêtre de clôture de la période humide africaine, cette ère désespérée entre 12 000 et 8 000 ans où les pluies échouaient et le monde se terminait, alors tout ce qu'on nous a dit sur les origines de la civilisation est faux. Les pyramides ne sont pas le début. Elles sont les derniers survivants d'un monde qui est venu avant, des monuments élevés par ceux qui savaient qu'ils vivaient dans l'âge final de l'eau, qui construisirent non pour des rois mais pour la mémoire, non pour les morts, mais pour un avenir qu'ils ne verraient jamais. Gravés dans le substrat rocheux quand le Sahara respirait encore. Témoins silencieux de l'inondation et de la sécheresse qui suivit. Si les pyramides sont des témoins d'un âge oublié, alors le sphinx est sa dernière voix vivante. Il est assis au bord et du plateau de Gizeh, taillé dans un seul affleurement de calcaire. Son corps orienté parfaitement vers le lever du soleil de l'équinoxe. Pendant plus de 4000 ans d'histoire enregistrée, il a été appelé gardien, mystère et énigme. Mais la plus grande énigme n'est pas ce qui le représente. C'est quand il est né. Le récit orthodoxe est simple. Le sphinx a été taillé autour de 2500 avenue Jésus-Christ pendant le règne du pharaon Képhren, quatrième roi de la 4e dynastie de l'Égypte. L'épreuve, une comparaison stylistique entre le visage du sphinx et les statues de Képhren trouvées à proximité. L'hypothèse que la sculpture monumentale en Égypte a commencé avec les pharaons et que tout ce qui est aussi grandiose doit appartenir à leur époque. Mais la géologie raconte une histoire différente. Lorsque le docteur Robert Schoch, géologue et professeur à l'université de Boston, a été invité à examiner le sphinx en 1990, il est venu sans agenda, seulement avec les outils de sa discipline. Il n'était pas un égyptologue cherchant à confirmer la chronologie dynastique. Il était un scientifique de la pierre, formé à lire les patterns d'érosion comme les linguistes lisent des scripts anciens, et ce qu'il lut dans les murs calcaires entourant le sphinx n'aurait pas dû être là. Le sphinx ne se dresse pas à la surface du plateau. Il repose dans une tranchée rectangulaire profonde taillée dans le substrat rocheux comme une carrière, une dépression d'environ 9 mètres de profondeur et plusieurs centaines de mètres de long. Les murs de cet enclos sont la clé. Ils sont la surface originale du sphinx, la roche qui a été exposée lorsque le monument a été taillé pour la première fois, et il porte un type d'altération qui ne correspond pas au climat de l'Égypte des 5000 dernières années. Schoch a documenté de profondes fissures verticales, des canaux courant du haut vers le bas le long des murs de l'enclos, certains de plus de 30 cm de profondeur, taillés avec une texture ondulante en forme de vague. Ce ne sont pas les stries horizontales que vous voyez de l'érosion par le vent, qui sculptent la roche en couches parallèles alors que l'air chargé de sable frotte la surface. Ce sont des patterns d'altération induits par les précipitations, formés lorsque l'eau coule constamment le long des faces rocheuses pendant des siècles, dissolvant les couches plus douces et creusant des rainures verticales par action chimique et mécanique. Pour comprendre la signification, vous devez comprendre la roche elle-même. Le sphinx et son enclos sont taillés dans la formation de Mokattam, un calcaire sédimentaire déposé il y a 50 millions d'années lorsque cette région était un ancien fond marin. La pierre est stratifiée en couches de dureté variable, certaines denses et résistantes, d'autres poreuses et douces. Lorsqu'exposée à de fortes pluies soutenues, l'eau pénètre les couches plus douces, élargissant les fissures, dissolvant le carbonate de calcium et créant les patterns festonnés et fluides visibles aujourd'hui. Schoch a comparé ces caractéristiques d'érosion à d'autres formations calcaires à travers l'Égypte. Il a examiné des tombes taillées pendant l'Ancien Empire.
des structures définitivement datées de 2500 avenue Jésus-Christ et plus tard. Leur surface montrait de l'érosion par le vent, des rayures horizontales, des piqûres de surface, une abrasion mécanique graduelle par le sable aérien. Elles ne montraient pas de canalisation verticale profonde, pas d'ondulation en forme de vague, pas de preuve d'altération prolongée par l'eau, mais l'enclos du sphinx le faisait. Il a ensuite examiné des formations rocheuses naturelles dans le désert oriental et le long de la vallée du Nil qui avaient été exposées à la pluie pendant la période humide africaine. Des endroits où des processus géologiques, non humains, fournissaient une comparaison de contrôle. Les patterns correspondaient, la profondeur de l'altération, la verticalité des canaux, la texture de l'érosion, tout était cohérent avec des siècles de précipitations dans un climat beaucoup plus humide que tout ce que l'Égypte a connu dans les temps historiques. L'implication était inévitable. Le sphinx avait été taillé et exposé aux éléments pendant une ère où l'Égypte recevait des pluies régulières et abondantes, un climat qui s'est terminé des milliers d'années avant les pharaons. L'analyse de Schoch, publiée dans des revues à comité de lecture et présentée à la Geological Society of America, concluait que les patterns d'altération sur l'enclos du sphinx étaient cohérents avec une exposition commençant au moins de 7000 à 9000 avenue Jésus-Christ, peut-être plus tôt. Cela placerait l'origine du sphinx non à l'âge des pyramides, mais dans les siècles finaux de la période humide africaine, quand le Sahara était encore vert et que la pluie tombait encore. La réponse de l'égyptologie fut immédiate et hostile. Les chercheurs pointèrent vers les preuves stylistiques. Le visage du sphinx, Argeril, ressemble aux statues survivantes du pharaon Képhren. Par conséquent, il devait avoir été taillé pendant son règne. Ils citèrent la proximité de la pyramide de Képhren, l'alignement de la chaussée, l'absence de toute mention du sphinx dans des textes antérieurs. Ils arguèrent que accepter la datation de Schoch requérait de réécrire toute la chronologie de la civilisation égyptienne, une perspective que le champ n'était pas prêt à envisager. Mais les contre-arguments portaient leurs propres contradictions. D'abord, la ressemblance faciale est débattable. La tête du sphinx est disproportionnellement petite par rapport à son corps, une caractéristique notée par des ingénieurs et des sculpteurs depuis des siècles. Certains chercheurs ont suggéré que la tête a été retaillée dans l'Antiquité, qu'une tête léonine antérieure plus grande a été réduite et remodelée en forme humaine pendant la 4e dynastie, ce qui expliquerait à la fois la similarité stylistique avec Képhren et les proportions curieusement minuscules. Deuxièmement, l'argument du silence qu'aucun texte antérieur ne mentionne le sphinx ne prouve rien. La grande majorité des enregistrements écrits de l'Égypte ont été perdus. Nous n'avons pas d'archives complètes d'avant 3000 avenue Jésus-Christ. L'absence de preuves textuelles n'est pas une preuve d'absence. Et troisièmement, il existe un artefact curieux que les égyptologues discutent rarement en public. La stèle d'inventaire découverte à Gizeh au XIXe siècle est une tablette de calcaire inscrite avec des hiéroglyphes du Moyen Empire. Elle décrit le pharaon Khufu, prédécesseur de Képhren, constructeur de la Grande Pyramide, non comme le créateur du sphinx, mais comme son restaurateur. Le texte dit que Khufu trouva la maison d'Isis, maîtresse de la pyramide, à côté de la maison du sphinx, impliquant que le sphinx existait déjà, avait déjà un temple et était déjà ancien quand Khufu commanda des travaux sur le plateau. Les égyptologues mainstream rejettent la stèle comme une fabrication ultérieure, un morceau de propagande pieuse conçu pour réclamer la légitimité en associant un roi à des monuments plus anciens. Mais même si la stèle date d'une période ultérieure, la revendication qu'elle fait est révélatrice. Même dans l'Antiquité, les Égyptiens eux-mêmes considéraient le sphinx comme plus ancien que les pyramides, une relique d'un âge antérieur qui requérait une restauration, non une construction. Ce pattern apparaît ailleurs. La stèle du rêve érigée entre les pattes du sphinx par le pharaon Thoutmose IV autour de 1400 avenue Jésus-Christ décrit le monument comme déjà enterré par le sable, son corps altéré et endommagé. Thoutmose n'a pas prétendu l'avoir construit. Il a prétendu l'avoir dégagé, l'avoir sauvé de l'oubli. Même 1300 ans après le règne de Képhren, le sphinx était traité non comme un monument royal récent, mais comme un héritage du passé distant. Preuves géologiques, indices textuels et anomalies architecturales pointent tous dans la même direction. Le sphinx est plus ancien que ce qu'on nous a dit, beaucoup plus ancien. Si l'analyse de Schoch est correcte,
alors la créature que nous voyons aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était autrefois. Le corps léonin, massif et intact, pourrait être largement original, taillé quand la pluie tombait encore et que le plateau était vert. Mais la tête, érodée au-delà de la reconnaissance, pourrait avoir été retaillée pendant la 4e dynastie, remodelée en forme humaine pour honorer Khéphren ou un autre roi. C'est très réduit d'un design antérieur plus grand maintenant perdu dans le temps. Cela expliquerait les disproportions. Cela expliquerait la ressemblance stylistique et cela réconcilierait la géologie avec l'archéologie. Le corps ancien, le visage renouvelé, un palimpseste en pierre. Tenez-vous devant le sphinx à l'aube, et vous voyez ce que les pharaons voyaient. Une figure à moitié enterrée, altérée, inscrutable. Son regard est fixé sur l'horizon, où le soleil se lève 2 fois par an en alignement parfait avec son axe. Il a regardé le Nil inondé et reculé 10 000 fois. Il a survécu à des empires, des langues et des religions. Il a survécu non à un climat, mais à 2, le Sahara vert et le désert qui l'a consommé. Les canaux profonds taillés dans les murs de l'enclos ne sont pas des défauts. Ils sont une mémoire, la signature de l'eau écrite en pierre, la preuve que ce monument a vu une pluie que l'Égypte moderne ne verra jamais. Le sphinx n'est pas une énigme de mots. C'est une énigme du temps. Et s'il date vraiment de l'âge avant les pharaons, alors il se dresse comme le dernier témoin physique d'un monde effacé par un effondrement climatique. Un monument élevé quand les pluies échouaient, quand le Groenland mourait, et quand ceux qui l'ont construit savaient que leur temps se terminait. Taillé en pierre non pour honorer un roi, mais pour défier l'oubli. Un sentinelle de l'âge de l'eau, regardant vers l'est dans l'éternité, attendant que quelqu'un, n'importe qui, se souvienne. Si la géologie de Gizeh pointe vers le passé, alors peut-être avons-nous regardé dans la mauvaise direction. Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans le sol sous les monuments, mais dans le ciel au-dessus d'eux. Depuis des siècles, les chercheurs s'émerveillent de la précision de la disposition de Gizeh. Les côtés de la grande pyramide s'alignent sur le vrai nord avec une précision de 3/60 d'un seul degré. Une marge d'erreur si petite qu'elle rivalise avec la topographie moderne. Les 3 pyramides principales se dressent en une ligne diagonale allant du nord-est au sud-ouest. Leur placement ni aléatoire ni symétrique, mais arrangé d'une manière qui semble délibérée, presque codée. Pourtant, personne ne pouvait expliquer pourquoi elles étaient positionnées ainsi jusqu'à ce qu'un ingénieur regarde en haut. En 1983, Robert Bauval, un ingénieur en construction belge travaillant en Arabie Saoudite, étudiait les pyramides à partir de photographies aériennes quand quelque chose attira son attention. L'alignement des 3 pyramides, la grande pyramide de Khéops, la pyramide légèrement plus petite de Khéphren et la 3e pyramide beaucoup plus petite de Mykerino, n'étaient pas une ligne droite. La 3e pyramide était légèrement décalée vers l'est, brisant la symétrie d'une manière qui semblait intentionnelle mais inexplicable. Puis une nuit dans le désert arabe, Bauval se tourna vers la ceinture d'Orion. La constellation pendait bas sur l'horizon. 3 étoiles brillantes arrangées en une ligne diagonale. Anitak, Anilam et Mintaka. 2 étoiles étaient parfaitement alignées. La 3e, Mintaka, la plus faible des 3, était légèrement décalée vers l'est. La correspondance était parfaite, non approximative, parfaite. Les 3 pyramides de Gizeh, vues d'en haut, reflètent les 3 étoiles de la ceinture d'Orion avec une précision qui défie le hasard. La grande pyramide correspond à Anitak, l'étoile la plus brillante et la plus au sud. La pyramide de Khéphren s'aligne avec Anilam, l'étoile du milieu, et la pyramide plus petite de Mykerino, décalée vers l'est, correspond à Mintaka, l'étoile la plus faible, décalée dans la même direction. Même leurs tailles relatives correspondent. Les 2 plus grandes pyramides représentent les 2 étoiles plus brillantes. La plus petite pyramide représente celle plus faible, et l'arrangement entier est tourné pour correspondre à l'angle de la ceinture d'Orion telle qu'elle apparaît dans le ciel du sud. Mais Bauval ne s'arrêta pas là. Si les pyramides reflétaient Orion, alors peut-être que le Nil coulant au nord à côté des monuments représentait la Voie lactée. Le fleuve céleste qui traverse le ciel nocturne avec Orion positionné le long de sa rive ouest. Et si c'était vrai, alors Gizeh n'était pas simplement une nécropole royale. C'était une carte terrestre des cieux,
un paysage conçu pour refléter le cosmos. Les implications étaient stupéfiantes. Mais une question restait. Quand? Orion n'est pas fixe dans le ciel. Comme toutes les constellations, sa position change avec le temps en raison de la précession des équinoxes. Une lente oscillation de l'axe de la Terre causée par les forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune. Cette oscillation prend environ 26 000 ans pour compléter un cycle complet. Ce qui signifie que le ciel nocturne visible pour les anciens Égyptiens n'était pas le même ciel que nous voyons aujourd'hui. Les étoiles se lèvent et se couchent à des positions différentes. Les constellations dérivent à travers l'écliptique et les alignements célestes qui semblent parfaits dans une époque deviennent désalignés dans une autre. Ainsi Beauval et son collègue Adrian Gilbert utilisèrent un logiciel astronomique pour modéliser le ciel au-dessus de Gizeh à travers l'histoire. Ils voulaient savoir dans quelle époque la disposition des pyramides correspondait le plus parfaitement à la ceinture d'Orion. La réponse n'était pas 2500 avenue Jésus-Christ. La date traditionnelle de la construction des pyramides. L'alignement était proche à cette époque, assez bon pour qu'on puisse supposer qu'il était intentionnel, mais il n'était pas exact. L'angle était légèrement décalé. Les étoiles n'étaient pas à leur point le plus bas dans leur cycle précessionnel, la position qui rendrait la corrélation la plus précise. Pour trouver la correspondance parfaite, Beauval dut remonter loin en arrière, autour de 10 500 avenue Jésus-Christ. À ce moment-là, il y a 12 500 ans, à la fin du Dryas récent, dans les siècles finaux avant l'agriculture, avant l'écriture, avant toute civilisation que nous reconnaissons, les 3 étoiles de la ceinture d'Orion pendaient bas sur l'horizon sud dans la configuration exacte reflétée par les pyramides. Leur angle, leur espacement, leur luminosité relative, tout correspondait exactement au monument sur le plateau. C'était comme si Gizeh avait été conçu non pour commémorer le ciel de la 4e dynastie, mais pour figer en pierre le ciel d'un monde beaucoup plus ancien. Et il y avait plus. Pendant cette même époque, un autre alignement émergea, un encore plus frappant qu'Orion. En 10 500 avenue Jésus-Christ, au moment de l'équinoxe de printemps, un observateur debout au Sphinx aurait vu la constellation du Lion se lever à l'horizon et en alignement parfait avec le regard du monument. Le Sphinx, un corps de lion avec une tête humaine, fait face à l'est vers le lever du soleil de l'équinoxe. Et il y a 12 500 ans, il aurait regardé directement son contrepartie céleste alors qu'elle émergeait de l'horizon. Ce n'est pas une coïncidence triviale. La précession signifie que différentes constellations se lèvent à l'équinoxe dans différentes époques. Aujourd'hui, les poissons se lèvent à cette position. Il y a 2000 ans, c'était le bélier. À l'âge des pharaons autour de 2500 avenue Jésus-Christ, c'était le taureau. Mais en 10 500 avenue Jésus-Christ, c'était le lion, la seule époque dans tout le cycle précessionnel de 26 000 ans où un lion dans le ciel saluerait un lion sur le sol au moment de l'équilibre cosmique. Si le Sphinx et les pyramides étaient conçus comme un complexe unifié, s'ils étaient destinés à encoder un moment spécifique dans le temps, alors ce moment n'était pas la 4e dynastie. C'était l'âge où le Sahara vermourait. Quand les pluies cessaient, quand les survivants d'un monde s'effondrant construisaient des monuments pour préserver ce qu'ils savaient. Et ce qu'ils savaient était l'astronomie. Les anciens Égyptiens de la période dynastique étaient obsédés par les étoiles. Ils alignaient leurs temples sur les solstices et les équinoxes. Ils suivaient le lever héliaque de Sirius pour prédire l'inondation du Nil. Ils divisaient le ciel nocturne en des camps, des segments de 10 degrés utilisés pour mesurer le temps et naviguer dans l'au-delà. Leur mythologie était imprégnée de symbolisme céleste. Ré le soleil, nous le ciel, Osiris comme Orion, Isis comme Sirius. Mais peut-être cette connaissance n'était-elle pas originale pour eux. Peut-être l'ont-ils héritée. Si une civilisation existait avant les pharaons, une avec une compréhension astronomique suffisante pour suivre la précession, pour aligner des monuments sur les directions cardinales avec une précision laser, pour encoder des configurations célestes spécifiques en pierre, alors la question devient « pourquoi » Pourquoi construire un monument à un ciel qui n'existe plus? Pourquoi aller à de telles longueurs extraordinaires pour préserver la mémoire de position stellaire de 8000 ans avant votre propre temps? À moins que vous ne construisiez pas pour votre présent. À moins que vous ne construisiez pour l'avenir.
Imaginez une culture face à l'extinction, son climat s'effondrant, sa population se dispersant, sa connaissance risquant d'être perdue pour toujours. L'écriture pourrait ne pas exister encore. La tradition orale est fragile, vulnérable au chaos de la migration et de la survie. Mais la pierre endure, la géométrie endure, et les étoiles dans leur danse précessionnelle lente fournissent une horloge universelle que toute civilisation future, si elle avance assez, apprendra éventuellement à lire. En encodant le ciel de 10 500 avenues Jésus-Christ dans la disposition de Gizeh, les bâtisseurs ont créé un horodatage, un message qui dit « Nous étions ici ». Nous comprenions le cosmos et c'est quand notre monde a fini. C'est un message qui transcende la langue. Les mathématiques sont universelles. Les alignements astronomiques sont objectifs, vérifiables, indépendants de la culture ou de l'interprétation. Toute civilisation suffisamment avancée qui étudie Gizeh découvrira éventuellement la corrélation d'Orion. Ils modéliseront la précession et arriveront à la même conclusion. Ce complexe a été conçu pour se souvenir d'un moment spécifique dans le temps profond. Les pyramides ne sont pas des tombes. Elles ne sont pas des centrales électriques. Elles sont des archives, des dépôts de connaissances encodés dans le seul médium qui pouvait survivre à des millénaires de changements climatiques, de bouleversements culturels et d'érosion de la mémoire. Et la connaissance qu'elles préservent est ceci, nous avons été ici avant. La civilisation est montée et elle est tombée. Les étoiles ont vu notre extinction et notre renaissance. Et si vous lisez ce message en pierre, alors vous aussi êtes des survivants, héritiers d'un cycle qui s'étend au-delà de la portée de l'histoire. Tenez-vous à Gizeh à l'équinoxe de printemps juste avant l'aube. Faites face à l'est où le sphinx fait face. Regardez le ciel commencer à pâlir, les étoiles s'estompant une par une. À l'âge dynastique, les Égyptiens auraient vu le taureau se lever. Aujourd'hui, nous voyons les poissons. Mais il y a 12 500 ans, la première lumière aurait illuminé le lion dans le ciel, reflétant le lion sur le sol. Et au sud, pendant bas au-dessus de l'horizon, la ceinture d'Orion se serait alignée parfaitement avec les 3 pyramides étirées à travers le plateau derrière vous. Un écho terrestre d'un arrangement céleste préservé dans 2 millions de blocs de calcaire, attendant qu'une génération future lève les yeux et comprenne. Le message est clair si vous savez comment le lire. Gizeh n'est pas un monument aux morts. C'est un monument à la mémoire elle-même, un enregistrement écrit en pierre et étoile, un dialogue entre la Terre et le cosmos, un pont à travers l'abîme du temps reliant le monde qui était au monde qui viendrait après. Le ciel a changé. Le climat a changé. Les langues et les empires sont montés et tombés. Mais les pyramides restent, pointant encore une constellation qui pendait autrefois dans un ciel différent, encodant encore la mémoire d'une époque disparue, le dernier testament d'un peuple qui savait qu'il mourrait et qui construisit non pour lui-même, mais pour nous. Si la disposition de Gizeh encode un message dans les étoiles, alors peut-être que la grande pyramide elle-même est plus qu'une architecture. Peut-être est-elle un instrument. Entrer dans la grande pyramide, c'est quitter le monde de la lumière et du vent, et entrer dans quelque chose d'autre entièrement. Une obscurité qui semble moins une absence et plus une présence. L'air est immobile, la température constante, et le silence, une fois que vos oreilles s'ajustent, n'est pas vide. Il bourdonne d'une qualité qui semble presque mathématique, comme si la pierre elle-même écoute, attend, résonne à des fréquences juste en dessous du seuil de l'audition humaine. Le passage menant à l'intérieur est étroit, descendant en pente à un angle de 26 degrés, les murs lisses et précis, taillés dans des blocs de calcaire qui s'ajustent avec des tolérances mesurées en millimètres. Puis le couloir monte abruptement maintenant dans la grande galerie. Un puits corbelé imposant qui monte vers le cœur de la structure. Ces murs penchent vers l'intérieur en couches étagées. Chaque rangée de pierres en cantilever légèrement au-dessus de celle du dessous, créant un espace qui semble moins un couloir et plus l'intérieur d'un instrument musical. Une chambre de résonance conçue pour amplifier quelque chose que nous ne pouvons plus nommer. Au sommet de la galerie se trouve la chambre du roi. Cette pièce, mesurant environ 10 mètres de long, 5 mètres de large et 6 mètres de haut, est taillée entièrement en granit rouge. Pas le calcaire local de la masse de la pyramide, mais de la pierre extraite d'Assouan à 800 km au sud, transportée en amont,
puis traînés à travers le plateau pour être élevés en place des centaines de mètres au-dessus du sol du désert. Chaque bloc pèse entre 25 et 80 tonnes. Le plafond seul consiste en 9 dalles massives de granit pesant ensemble plus de 400 tonnes, conçues pour distribuer l'immense poids de la pyramide au-dessus sans écraser la chambre en dessous. Mais le choix du granit n'était pas simplement structurel. Le granit est piézoélectrique. Il contient du quartz cristallin, un minéral qui génère une charge électrique lorsqu'il est soumis à un stress mécanique ou à une vibration. Pressez du quartz et il produit du voltage, vibrez-le, et il oscille à des fréquences précises. Toute la chambre du roi est construite à partir de pierres qui, dans les bonnes conditions, peut convertir l'énergie mécanique en énergie électrique et vice-versa. Les anciens Égyptiens, autant que nous le sachions, n'avaient pas de concept d'électricité. Ils n'ont laissé aucun enregistrement de théorie électromagnétique, aucun diagramme de circuit ou de condensateur. Et pourtant, que ce soit par accident ou par design, ils ont construit une chambre à partir d'un matériau qui répond à la vibration de manière que la physique moderne commence seulement à comprendre pleinement. Dans les années 1990, l'ingénieur acoustique Christopher Dunn a mené des tests de résonance à l'intérieur de la chambre du roi. En utilisant du matériel audio et des générateurs de fréquences, il a découvert que la chambre a une fréquence de résonance naturelle centrée autour de 440 Hz, la même fréquence que la note musicale la norme d'accord pour les orchestres modernes, et une harmonique étroitement alignée avec la fréquence électromagnétique naturelle de la Terre connue sous le nom de résonance Schumann, approximativement 7,83 Hz avec des harmoniques supérieures s'étendant dans les centaines d'Hz. Quand un son à cette fréquence est introduit dans la chambre, les murs de granit l'amplifient. L'espace lui-même vibre, non violemment, mais dans une oscillation basse soutenue qui semble s'enfoncer dans la pierre, dans les os de quiconque se trouve à l'intérieur. Dunn a décrit la sensation comme sentir le son non avec vos oreilles mais avec tout votre corps, comme si la chambre était conçue pour transformer les ondes acoustiques en expériences physiques, pour rendre la vibration tangible. Mais le son n'est qu'une forme d'énergie ondulatoire. En 2018, une équipe internationale de physiciens de l'université ITMO en Russie et du Laserzentrum Hannover en Allemagne a publié une étude qui aurait semblé absurde si elle n'avait pas été rigoureusement revue par des pairs. La Grande Pyramide, ont-ils trouvé, peut focaliser et concentrer l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes et sous sa base. En utilisant des modèles mathématiques et des simulations, les chercheurs ont analysé comment la géométrie de la pyramide interagit avec les ondes électromagnétiques dans la gamme de fréquences radio. Ils ont découvert que lorsqu'exposée à des longueurs d'onde résonantes, la pyramide ne reflète pas ou n'absorbe pas simplement l'énergie, elle la canalise. Les champs électromagnétiques deviennent concentrés dans la chambre du roi, la chambre de la reine et dans l'espace souterrain directement sous la structure, créant des poches d'énergie intensifiées qui théoriquement pourraient être mesurées et utilisées. L'étude a pris soin de noter que cela ne signifie pas que la pyramide était une centrale électrique. Il n'y a pas de preuve de machinerie ancienne, pas de câblage en cuivre, pas d'appareil pour exploiter ou stocker l'énergie focalisée. Mais les données révélaient quelque chose d'aussi profond. La forme, les dimensions et la structure interne de la pyramide créent ces effets naturellement comme une propriété émergente de sa géométrie. Que ce soit intentionnel ou coïncidence, la Grande Pyramide fonctionne comme une cavité résonante, une forme architecturale qui interagit avec le champ électromagnétique naturel de la Terre de manière mesurable et répétable. Et cela soulève une question inconfortable. Si les bâtisseurs ne comprenaient pas l'électricité, alors pourquoi leur structure se comporte-t-elle comme un instrument électromagnétique ? Peut-être que la réponse ne réside pas dans la physique moderne, mais dans la perception ancienne. Des cultures à travers le monde ancien parlaient de sites sacrés comme des lieux de pouvoir, des endroits où la frontière entre matériel et spirituel devenait mince, où l'énergie pouvait être sentie, où le corps et l'esprit répondaient à des forces invisibles mais indéniables. Stonehenge, l'oracle de Delphes, Téotihuacan, Angkor Wat, tous étaient décrits comme des lieux où la terre bourdonnait, où la conscience se déplaçait, où la réalité semblait plus perméable. La science moderne a commencé à valider ces expériences. Le géomagnétisme varie à travers la surface de la planète. Certains endroits présentent des concentrations plus élevées de radiation électromagnétique naturelle, des flux d'eau souterrains,
des lignes de failles géologiques et des concentrations de roches contenant du quartz génèrent tous des champs mesurables qui peuvent affecter la physiologie humaine, altérant les patterns d'ondes cérébrales, induisant des états altérés, créant des sensations de présence ou de transcendance. Peut-être que les bâtisseurs de Gizeh comprenaient cela non par des équations, mais par l'expérience directe. Peut-être pouvaient-ils sentir, comme certains individus sensibles le peuvent encore, les endroits où l'énergie de la Terre se concentrait. Et peut-être ont-ils construit la pyramide non pour générer du pouvoir pour des machines, mais pour amplifier la résonance déjà présente, pour créer un espace où la conscience humaine pouvait s'aligner avec les fréquences de la planète elle-même. La chambre du roi ne contient pas de hiéroglyphes, pas d'inscriptions, pas d'art décoratif, seulement du granit nu, une précision géométrique et un sarcophage en pierre qui n'a jamais été prouvé contenir un corps. Si c'était une tombe, c'est la tombe la plus étrange jamais construite, silencieuse, vide et résonnante. Mais si c'était une chambre d'initiation, un espace conçu pour altérer la conscience par le son et la vibration, alors ces caractéristiques commencent à faire sens. Les passages étroits qui vous forcent à ramper, abandonnant votre posture humaine droite. La galerie ascendante qui vous prépare étape par étape pour ce qui se trouve au-dessus. L'expansion soudaine dans la chambre elle-même, où la résonance peut vous envelopper complètement. Et le sarcophage de granit dimensionné non pour un enterrement, mais pour qu'une personne vivante s'y allonge, entourée de pierres qui vibrent à la fréquence de la vie elle-même. Certains chercheurs ont théorisé que la pyramide était un temple de transformation, une structure où les initiés subissaient des expériences conçues pour aligner leur fréquence intérieure avec l'ordre cosmique pour dissoudre la frontière entre soi et l'univers pour toucher, cependant brièvement, l'harmonie sous-jacente de l'existence. La science ne peut pas le prouver. Nous n'avons pas de comptes rendus écrits, pas de diagrammes, pas de témoignages de ceux qui pourraient s'être allongés dans cette chambre il y a 12 000 ans et avoir senti la pierre chanter autour d'eux. Mais nous avons la structure elle-même. Et la structure parle par la physique, par la résonance, par les manières mesurables qu'elle interagit avec l'énergie. La pyramide n'est pas un simple tas de pierres. C'est un système accordé, un arrangement architectural qui répond à la vibration, focalise les champs électromagnétiques et crée des environnements acoustiques comme rien d'autre sur Terre. Que cela soit le résultat d'une connaissance avancée ou d'un génie intuitif, le résultat est le même. Un monument qui fonctionne au niveau de la physique comme symbole et machine. Pas une machine pour alimenter des villes ou générer de l'électricité, mais une machine pour amplifier la connexion entre terre et ciel, matière et énergie, conscience humaine et la fréquence résonante de la planète vivante. Dans la chambre du roi, dans le silence qui n'est pas silencieux, vous êtes entouré de granit qui contient du quartz compressé, une pierre qui se souvient de la pression, qui convertit la force en charge, qui bourdonne avec l'oscillation lente et patiente de la structure cristalline sous le poids de millions de tonnes au-dessus. Restez dans cet espace assez longtemps, et vous pourriez commencer à le sentir. Une vibration juste en dessous de l'audition. Un bourdonnement dans les os. Un sentiment que la pyramide n'est pas inerte mais vivante. Pas au sens biologique, mais de la manière dont une cloche est vivante quand elle est frappée. De la manière dont un diapason tient sa note longtemps après que le son s'est estompé de l'air. Les anciens Égyptiens appelaient la grande pyramide à Khéops, l'horizon de Khéops. Mais peut-être que le nom est plus profond. Peut-être qu'il se réfère non à un roi, mais à un seuil, un horizon entre les mondes, entre les fréquences, entre le matériel et l'ineffable. La pyramide n'a pas besoin d'être une centrale électrique pour être profonde. Elle a seulement besoin de résonner. Et ce faisant, elle nous rappelle que la pierre n'est pas morte, que la géométrie n'est pas abstraite, et que les monuments que nous héritons du passé profond pourraient encoder une connaissance que nous commençons seulement maintenant à entendre. Si Gizeh se dresse seul dans sa précision et son mystère, alors peut-être regardons-nous la mauvaise carte. Peut-être que l'Égypte n'est pas l'exception, mais une partie d'un pattern, une signature globale de connaissances qui transcende les frontières, les océans et le concept même de civilisations isolées émergeant indépendamment des ténèbres. Parce que Gizeh n'est pas seul. À travers la planète, éparpillés comme des fragments d'un miroir brisé, gisent des monuments qui ne devraient pas exister. Des structures taillées avec une précision impossible, alignées sur des événements célestes avec une sophistication mathématique,
construites à partir de pierres si massives que les déplacer défient l'explication, même avec la technologie moderne. Et plus nous regardons profondément, plus le pattern devient clair. Ces sites ne sont pas aléatoires. Ils partagent un ADN architectural, une géométrie, une astronomie et une révérence pour la pierre qui parle non de coïncidence, mais de connexion. La question n'est plus si une connaissance avancée existait avant l'histoire enregistrée. La question est, jusqu'où s'est-elle répandue? Dans les collines du sud-est de la Turquie, près de la ville moderne de Anlurfa, se trouve un site qui a réécrit tout ce que nous pensions savoir sur la civilisation humaine. Göbekli Tepe, colline au ventre en turc, est un complexe de cercles de pierres massifs et d'enclos mégalithiques qui date d'environ 9500 avenue Jésus-Christ. Pour comprendre à quel point cela est impossible, considérez ce que l'archéologie enseigne. 9500 avenue Jésus-Christ est le néolithique pré-poterie, une ère avant l'agriculture, avant les villes, avant l'écriture, avant tout ce que nous associons à la civilisation. Les humains à cette époque étaient censés être des chasseurs-cueilleurs nomades, vivant en petites bandes, survivant de plantes sauvages et de gibier. Ils n'étaient pas censés être capables d'architecture monumentale. Pourtant, Göbekli Tepe existe. Le site consiste en au moins 20 enclos circulaires, chacun défini par des piliers en forme de T massifs taillés dans le substrat rocheux calcaire. Certains piliers s'élèvent à plus de 5,5 mètres de haut et pèsent jusqu'à 20 tonnes. Ils sont ornés de bas-reliefs intricés, renards, lions, scorpions, vautours, serpents, taillés avec une telle habileté qu'ils rivalisent avec l'art de n'importe quelle civilisation ultérieure. Les piliers sont arrangés en patterns géométriques précis, et les enclos sont alignés sur des événements astronomiques. Le solstice d'été, le solstice d'hiver, des étoiles clés à l'horizon. Ce n'était pas un village. Il n'y a pas de signe d'habitation permanente, pas de preuve de structure domestique ou de stockage de nourriture. Göbekli Tepe était un centre cérémoniel, un lieu où les gens se rassemblaient pour des purposes que nous ne pouvons que deviner. Rituels, astronomie, transmission de connaissances. Et il a été construit par des gens qui, selon le récit standard, ne devraient pas avoir eu la capacité organisationnelle, la connaissance en ingénierie ou la motivation pour créer quelque chose d'aussi complexe. Mais ils l'ont fait. Et puis autour de 8000 avenues Jésus-Christ, ils l'ont enterré délibérément. Le site entier a été rempli de débris et de sol, préservé pour des millénaires jusqu'à sa redécouverte dans les années 1990. Pourquoi une culture investirait-elle un effort monumental pour construire ces structures seulement pour les enterrer et partir? Peut-être parce que le monde changeait. Peut-être parce que la connaissance devait être cachée, encodée en pierre, attendant un avenir qui pourrait la décoder. À 2400 km à l'ouest dans la vallée du Bekaa au Liban, l'ancienne ville de Baalbek s'élève du paysage comme un monument à l'impossibilité. Les Romains y construisirent un complexe de temples magnifiques, le dédiant à Jupiter. Leurs colonnes dominent encore la vallée, témoignage d'ambition impériale. Mais sous la construction romaine se trouve quelque chose de plus ancien. Quelque chose que les Romains eux-mêmes n'ont pas construit mais sur lequel ils ont construit. La fondation du temple de Jupiter repose sur une plateforme de pierre mégalithique connue sous le nom de Triliton, 3 blocs de calcaire pesant chacun environ 800 tonnes. Pour mettre cela en perspective, les plus grandes pierres dans la Grande Pyramide pèsent environ 80 tonnes. Les blocs du Triliton sont 10 fois plus lourds. Ces pierres ne sont pas grossièrement taillées. Elles sont coupées avec précision, leur surface lisse, leur bord net. Elles s'ajustent si étroitement que le mortier était inutile. Et elles ont été transportées d'une carrière à 1,2 km de distance, élevées en position et placées dans un mur de terrasse à une hauteur de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Les grues modernes peinent à soulever 800 tonnes. L'ancienne Rome, avec toute sa prouesse en ingénierie, n'a jamais déplacé de pierres de cette taille. Pourtant, elles sont là, incorporées dans la fondation du temple. Romains, si massives que les Romains ont simplement construit autour d'elles, reconnaissant une construction plus ancienne qu'ils ne pouvaient pas répliquer. La légende locale attribue la plateforme à une civilisation prédiluvienne, l'appelant l'œuvre de géants ou de dieux. Les historiens romains écrivaient que Baalbek était ancien même à leur époque,
que les fondations avaient été posées au début du monde, et la datation au radiocarbone de matériaux sous les pierres suggère des phases de construction s'étendant des milliers d'années avant l'occupation romaine. Qui que soit qui a construit le Triliton possédait une connaissance d'ingénierie, de levier et de manipulation de pierres que nous n'avons pas récupérées, et ils ont choisi de construire non pour l'utilité, mais pour la permanence, comme s'ils savaient que leur travail survivrait à des empires. Au large de la côte sud du Japon près de l'île de Yonaguni, des plongeurs en 1987 découvrirent quelque chose qui ne devrait pas être sous l'eau. Des structures de pierres massives taillées en terrasses, plateformes et formations angulaires qui ressemblent à des pyramides. Le monument de Yonaguni gît à 24 mètres sous la surface, couvert de corail et de sédiments. Ces caractéristiques incluent des plateformes plates, des coins à angle droit, des marches taillées et ce qui semble être des chemins cérémoniels, tout taillés d'une seule formation de substrat rocheux. Les géologues débattent si c'est entièrement naturel, entièrement artificiel ou une formation naturelle améliorée et façonnée par des mains humaines. Mais la preuve la plus convaincante est géologique, non architecturale. Les structures gisent submergées parce que les niveaux de la mer ont monté à la fin de la dernière ère glaciaire. Si elles ont été taillées par des humains, elles devaient être accessibles, ce qui signifie qu'elles datent d'au moins 10 000 avenue Jésus-Christ, quand la côte était plus basse et le monument se dressait au-dessus de l'eau. L'établissement archéologique du Japon résiste à cette conclusion. Il n'y a pas de preuve, argue-t-il, que les populations de chasseurs-cueilleurs de la région possédaient la technologie ou l'organisation sociale pour tailler des structures mégalithiques. Pourtant, les pierres restent angulaires et délibérées, submergées sous des siècles de sédiments et de marées montantes. Comme Gizeh, comme Göbekli Tepe, comme Baalbek, alignées, précises et impossibles anciennes. À l'autre bout du monde aux abords de Cusco, au Pérou. Les ruines de Sacsayhuamán s'accrochent à une colline surplombant l'ancienne capitale inca. Les conquistadors espagnols qui rencontrèrent le site pour la première fois croyaient que c'était une forteresse. Les Incas eux-mêmes revendiquaient qu'ils ne l'avaient pas construit, qu'il avait été construit par une race antérieure, le peuple qui est venu avant. La maçonnerie défie la compréhension. Des blocs d'andésite massifs, certains pesant plus de 200 tonnes, sont ajustés ensemble avec une telle précision qu'une lame de couteau ne peut glisser entre eux. Il n'y a pas de mortier. Pas d'outils métalliques utilisés, du moins aucun que l'archéologie n'ait identifié. Et pourtant, les surfaces sont lisses, les angles parfaits, les formes imbriquées si complexes que chaque pierre est un polygone unique taillé sur mesure pour s'ajuster à ses voisins avec des tolérances mesurées en fractions de millimètres. Plus étonnant est la résistance sismique du site. Le Pérou est sujet aux tremblements de terre. Pourtant, Sacsayhuamán a tenu pendant des siècles, peut-être des millénaires, sans s'effondrer. Les pierres sont conçues pour se déplacer légèrement pendant l'activité sismique, puis se remettre en place. Les ingénieurs modernes appellent ce principe architecture antisismique, une technique redécouverte au XXe siècle. Pourtant, elle a été implémentée à Sacsayhuamán bien avant l'histoire andine enregistrée. Les Incas attribuaient la construction à Viracocha, le dieu créateur qui émergea après un grand déluge pour reconstruire le monde. Pas un roi, pas une dynastie, un survivant, un enseignant, une figure qui apporta la connaissance d'un temps avant. 4 continents, 4 sites impossibles, séparés par des océans, des montagnes et des milliers de kilomètres, pourtant unifiés par des principes qui ne devraient pas exister. Ils utilisent tous une construction mégalithique, déplaçant des pierres bien au-delà des capacités des cultures auxquelles nous attribuons leur construction. Ils exhibent tous un alignement astronomique, suivant solstices, équinoxes et événements stellaires avec précision. Ils intègrent tous une géométrie sacrée, des ratios et des angles qui apparaissent encore et encore, le nombre d'or, pi, alignement au vrai nord et ils sont tous d'une manière ou d'une autre plus anciens que les civilisations qui les ont revendiqués. L'explication conventionnelle est l'invention indépendante, que les humains à travers le globe, isolés les uns des autres, ont spontanément développé des traditions architecturales similaires. Mais les similarités sont trop spécifiques, trop précises, trop mathématiquement cohérentes pour être une coïncidence. Il y a une autre explication. Et si dans les siècles de clôture de l'ère glaciaire, alors que le climat s'effondrait et que le dryas récent déchirait les écosystèmes mondiaux, les survivants d'une culture antérieure se dispersaient, fuyant les mers montantes,
la glace avançante et les systèmes alimentaires s'effondrant? Et s'il emportait avec eux des fragments de connaissances, astronomie, géométrie, maçonnerie de pierre, et utilisait cette connaissance pour reconstruire aux endroits où ils atterrissaient? Il n'aurait pas arrivé avec des plans ou des textes. Il serait arrivé avec la mémoire, des traditions orales, des alignements célestes, des techniques transmises par la survie. Et dans chaque région où ils s'installaient, ils auraient construit des monuments pour préserver ce qu'ils savaient, encodant leur compréhension du cosmos dans la seule langue qui transcende le temps. Pierre. Gizeh, Göbekli Tepe, Baalbek, Yonaguni, Sacsayhuaman. Ce ne sont pas des réalisations isolées. Ce sont des échos. Des fragments d'un système de connaissances qui s'étendait autrefois à travers le globe, fracturé par la catastrophe, préservé par ceux qui refusaient de le laisser mourir. Les bâtisseurs n'ont pas conquis le monde. Ils l'ont survécu. Et dans leurs monuments, taillés dans le substrat rocheux aligné aux étoiles résonnant avec les fréquences de la Terre elle-même. Ils ont laissé la preuve que l'humanité est montée avant et que nous portons enterré en pierre et mythe la mémoire de ce que nous savions autrefois. Le pattern est global. La connaissance est encodée et le message est clair. Nous avons été ici avant. Si les monuments que nous avons examinés sont des survivants d'un monde perdu, alors nous devons poser la question que l'archéologie évite. Qu'est-ce qui a tué ce monde? Pas lentement par évolution culturelle ou déclin graduel, mais catastrophiquement dans un laps de temps si bref que des écosystèmes entiers se sont effondrés, des côtes noyées et le climat de la planète a changé en une seule génération humaine. Les preuves ont été cachées à la vue de tous, enterrées dans des couches de sédiments à travers chaque continent, attendant que les scientifiques les reconnaissent pour ce qu'elles sont, la signature d'un impact cosmique. L'histoire commence en 2007 quand une équipe de chercheurs menée par Richard Firestone, un scientifique nucléaire au Lawrence Berkeley National Laboratory, a publié des découvertes qui défieraient les fondations de la science climatique. Ils étudiaient une fine couche de sédiments trouvés sur des sites archéologiques à travers l'Amérique du Nord, une bande sombre de sol marquant une frontière entre deux époques. Intégrée précisément à la marque de 12 900 ans dans l'enregistrement géologique, cette couche, pas plus épaisse qu'une main humaine, contenait des matériaux qui ne devraient pas exister naturellement à la surface de la Terre. Des nanodiamants, des cristaux microscopiques qui se forment seulement sous une pression et une chaleur extrêmes. Le genre généré par des impacts cosmiques ou des explosions nucléaires. Des sphérules magnétiques, de minuscules perles de fer et d'autres métaux fondus à des températures dépassant 2000 degrés Celsius, puis refroidis rapidement en sphères parfaites. De l'iridium, un élément rare peu commun dans la croûte terrestre, mais abondant dans les astéroïdes et les comètes. Des sphérules de carbone, preuve de biomasse brûlée à une telle intensité que la matière organique s'est vitrifiée en verre. Et peut-être le plus révélateur, du verre fondu, du matériau siliceux trouvé dans les déserts et les cratères d'impact formés quand le sable est surchauffé au-delà de son point de fusion et fusionne en fragments vitreux. Ce matériau apparaît dans des couches de sédiments de la Pennsylvanie à l'Arizona, du Groenland à la Syrie, tous datant de la même fenêtre étroite de temps. Les implications étaient inévitables. Il y a 12 900 ans, quelque chose a frappé la Terre avec assez de force pour disperser des débris à travers un hémisphère entier. Pas un seul astéroïde, mais une comète fragmentée. Un essaim de projectiles glacés peut-être des dizaines de kilomètres de diamètre avant de se briser qui s'est écrasé sur les calottes glaciaires de l'hémisphère nord, les océans et les masses terrestres dans une cascade d'impact durant des heures ou des jours. Les explosions auraient vaporisé la glace, allumé des forêts et envoyé des ondes de choc ondulant à travers l'atmosphère. Des panaches d'impact auraient élevé des milliards de tonnes de poussière, de suie et de roches vaporisées dans la stratosphère, bloquant la lumière du soleil et déclenchant un changement climatique rapide que les géologues appellent maintenant le Dryas. Les températures, qui avaient monté régulièrement alors que l'air glaciaire reculait, ont chuté. Dans certaines régions, les températures moyennes ont baissé de 15 degrés Celsius en une décennie. La circulation de l'océan Atlantique Nord, le courant qui modère le climat à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, s'est arrêté, plongeant les latitudes nordiques de nouveau dans des conditions glaciaires. Les calottes glaciaires qui avaient reculé avancèrent à nouveau vers le sud. Les ceintures de pluie s'effondrèrent et les écosystèmes qui avaient florissé pendant des millénaires moururent en masse.
La mégafaune du Pléistocène, mammouth, mastodonte, tigre à dents de sabre, paresseux géants s'éteignit. Pas progressivement, mais soudainement, leurs restes trouvés dans des fosses communes préservées dans de la boue gelée, parfois encore debout comme si la mort était venue trop vite pour qu'ils tombent. En Amérique du Nord seul, plus de 35 genres de grands mammifères disparurent en quelques siècles, et les humains faillirent suivre. Des études de génétique des populations suggèrent un événement de goulot d'étranglement autour de cette époque, une réduction dramatique des nombres humains cohérente avec un événement de quasi-extinction. L'enregistrement archéologique montre l'abandon de sites, la cessation de traditions d'outils et un écart dans la continuité qui s'étend sur des générations. Dans certaines régions, il faudrait 1 millier d'années pour que les populations humaines se rétablissent. Mais ce n'était pas seulement une catastrophe nord-américaine. Les preuves sont globales. En Europe, des carottes sédimentaires de lacs et de tourbières montrent le même changement climatique abrupt, les mêmes marqueurs de feu et d'impact. Au Moyen-Orient, le croissant fertile, berceau de l'agriculture, montre un effondrement environnemental soudain. En Amérique du Sud, les extinctions de mégafaune reflètent le pattern nord. Et en Australie, les traditions orales aborigènes parlent d'un temps où le ciel est tombé et le monde a été consommé par le feu et l'inondation. Parce que les impacts n'ont pas seulement causé le gel, ils ont causé des tempêtes de feu. Quand des fragments de comètes ont frappé les calottes glaciaires, l'énergie libérée aurait été équivalente à des millions d'ogives nucléaires, vaporisant la glace en vapeur surchauffée, allumant l'atmosphère elle-même dans des régions localisées. Des forêts à travers des continents entiers auraient brûlé. La fumée seule combinée à la poussière d'impact aurait assombri le ciel pendant des mois, peut-être des années, créant un effet d'hiver nucléaire sans armes nucléaires. Et puis vinrent les inondations. Les calottes glaciaires fondues déstabilisées par les impacts envoyèrent des torrents d'eau douce dans les océans, élevant les niveaux de la mer et perturbant les courants océaniques. Les établissements côtiers, s'ils existaient, auraient été noyés. Les vallées fluviales auraient été inondées. Les lacs auraient débordé leurs rives. Le terme géologique est impulsion d'eau de fonte, une montée catastrophique rapide du niveau de la mer alors que les barrages de glace se brisaient et les glaciers s'effondraient dans la mer. Ce n'est pas de la spéculation. C'est enregistré dans les récifs coralliens, dans les carottes sédimentaires, dans les vallées fluviales noyées et les côtes submergées qui existent sur chaque continent. Le monde tel qu'il existait avant 12 900 ans, le Sahara vert, les côtes fertiles, les forêts tempérées d'Amérique du Nord disparues sous la glace, le feu et l'eau montante. Et l'humanité se souvint. Des mythes de chaque continent habité parlent du même événement décrit dans le langage des dieux et de la punition mais en codant la même mémoire de base. Le ciel prit feu, la terre trembla, les eaux montèrent et le monde faillit finir. Dans la mythologie égyptienne, la déesse Sekhmet, l'œil de Ré, fut envoyée pour détruire l'humanité rebelle. Elle descendit comme un lion fait de feu, consommant la terre jusqu'à ce que les dieux, craignant l'annihilation totale, la trompent en buvant de la bière teinte en rouge pour ressembler à du sang. Elle s'arrêta et l'humanité survécut à peine. L'histoire encode le feu d'en haut. La destruction massive et l'intervention divine qui arrête l'extinction totale. Dans les textes mésopotamiens, l'épopée de Gilgamesh décrit le déluge d'Utnapishtim. Pendant 6 jours et 6 nuits, les vents soufflèrent, torrents et tempêtes et inondations submergèrent le monde. Pas seulement la pluie, mais une fureur cosmique, feu et eau ensemble. Les éléments même en chaos. Les Hopis d'Amérique du Nord parlent du monde de feu. Le deuxième monde détruit quand le ciel tomba et les pôles se déplacèrent, forçant les survivants à fuir sous terre jusqu'à ce que le brûlage s'arrête. Leurs traditions orales décrivent non une catastrophe, mais des cycles de destruction, avec le monde actuel étant le 4e, une mémoire d'extinction récurrente qui s'aligne étrangement avec l'enregistrement géologique de la Terre d'impact périodique. Dans la cosmologie hindoue, le Kali Yuga, l'âge des ténèbres, commence avec le feu et l'inondation, la dissolution de l'ordre mondial précédent et la survie d'un seul reste qui porte la connaissance dans le nouvel âge. Le Ragnarök nordique raconte le feu de Surtre consommant la terre, les mers bouillant, le ciel se fendant et une poignée de dieux et d'humains survivants pour reconstruire. Même le temps du rêve aborigène d'Australie parle d'un temps où les gens du ciel jetèrent du feu et la terre fut remodelée,
Des histoires que les anthropologues rejetaient autrefois comme pure mythologie jusqu'à ce que des enquêtes géologiques révèlent des cratères d'impact et des dépôts de verre fondu dans l'intérieur australien. Certains datant dans la plage de l'habitation humaine. Ce ne sont pas des contes de fées. Ce sont des mémoires culturelles. Des histoires orales transmises à travers des centaines de générations, préservant dans un langage mythique ce que la géologie a seulement récemment confirmé. La Terre a été frappée, l'humanité a failli périr, et ceux qui ont survécu ont porté le trauma comme récit sacré. Dans l'après, le monde était méconnaissable. Les côtes avaient changé. Les forêts avaient brûlé. La glace couvrait des terres qui avaient été tempérées. Et les survivants se dispersèrent, traumatisés, réduits à une fraction de leurs nombres antérieurs, face à un choix. Oublier ou se souvenir. Certains oublièrent. Ils se retirèrent dans la survie, dans la chasse et la cueillette, dans de petites bandes qui reconstruisirent à partir de rien. Leur connexion au passé rompue par la violence de la transition. Mais d'autres se souvinrent, ils migrèrent vers les endroits où la vie pouvait encore persister. La vallée du Nil alimentée par des pluies équatoriales. Les hautes terres de Turquie où l'altitude fournissait un refuge. Les côtes du Japon avant qu'elles ne sombrent. Les vallées fertiles du Liban et du Pérou. Et dans ces endroits, ils construisirent non des palais, non des forteresses, des monuments, des structures conçues pour survivre au climat, pour survivre à la prochaine catastrophe, pour encoder en géométrie et astronomie la connaissance qu'ils ne pouvaient supporter de perdre à nouveau. Ils construisirent en pierre parce que la pierre endure. Ils alignèrent aux étoiles parce que les étoiles sont éternelles. Et ils gravèrent des images, des symboles et des relations mathématiques dans le substrat rocheux afin que même si la langue mourait, même si l'écriture était perdue, l'architecture elle-même parlerait. Gizeh, Göbekli Tepe, Baalbek. Ce ne sont pas des monuments de conquête. Ce sont des monuments de souvenirs élevés par des gens qui avaient vu la fin du monde et refusaient de la laisser être oubliée. Le ciel était tombé une fois, il pouvait tomber à nouveau. Et ainsi ils construisirent leur avertissement, leur témoignage, leur défi, non en mots qui s'estompent, mais en calcaire, granit et alignement céleste. Un message taillé pour un avenir qu'ils ne verraient jamais. Par des mains qui avaient touché les cendres d'un monde consommé par le feu. Le jour où le ciel tomba, l'humanité faillit mourir. Mais nous ne l'avons pas fait. Et les monuments restent des témoins silencieux de la nuit des flammes, des eaux montantes et de l'obscurité froide longue qui suivit, preuve que nous avons survécu à l'insurvivable avant et encodé cette survie dans la seule langue qui transcende l'extinction. Pierre. Si les survivants du Dryas récent portèrent la mémoire en avant à travers la pierre, ils la portèrent aussi à travers l'histoire. Et en Égypte, ces histoires n'étaient pas appelées mythes. Elles étaient appelées histoires, histoires sacrées, oui, mais histoires néanmoins. Les Égyptiens eux-mêmes croyaient que leur civilisation n'était pas un début, mais une restauration, un écho d'un âge antérieur quand les dieux marchaient sur la terre et que l'ordre était établi pour la première fois. Ils appelaient cet âge Zeptépi, le premier temps. Il apparaît à travers les textes religieux égyptiens, gravés dans les murs des temples, écrits sur papyrus, récités dans les rituels. Zeptépi était le moment où le chaos devint cosmos. Quand les eaux primordiales reculèrent, quand la première terre émergea et quand l'ordre divin Maat fut établi. C'était le modèle, l'âge d'or, le plan contre lequel toute l'histoire subséquente serait mesurée. Et chaque pharaon pendant 3000 ans revendiquait non créer quelque chose de nouveau, mais restaurer ce qui avait été perdu, ramener l'Égypte en alignement avec Zeptépi, la perfection du premier temps. Mais si Zeptépi n'était pas un mythe? Et si c'était une mémoire? Le plus ancien compte rendu survivant de la création dans la cosmologie égyptienne vient d'Héliopolis, la ville du soleil, dont les textes théologiques décrivaient le début du monde en termes étonnamment géologiques. Au début, il n'y avait que Noun, l'océan primordial, sombre, infini et informe. Rien n'existait sauf l'eau, s'étendant dans toutes les directions, sans vie et immobile. Puis des profondeurs de Noun s'éleva le Ben-Ben, le premier monticule, la colline primordiale, le morceau original de sol solide a émergé du déluge. Sur ce monticule se tenait Atum, le dieu autocréé qui parla le monde à l'existence. D'Atum vinrent Chou, l'air, et Tefnu,
l'unité. Puis Geb, la terre, et nous, le ciel. Et d'eux les dieux de la vie et de la mort, de l'ordre et du chaos, de la lumière et des ténèbres. Mais la fondation de tout cela était le Ben-Ben, la première chose solide, l'île de stabilité dans un océan de chaos. Ce n'est pas une philosophie abstraite. C'est une description de processus géologiques de terre émergeant alors que les eaux d'inondation reculent, de sols stables apparaissant là où seule l'eau avait été, du moment où la survie devient possible à nouveau. Et les Égyptiens le commémorèrent en pierre. À Héliopolis, l'objet le plus sacré était la pierre Ben-Ben, une roche conique ou pyramidale, peut-être d'origine météorique, qui symbolisait ce premier monticule. Elle était gardée dans le temple de Ré, traitée non comme un symbole, mais comme une relique, un reste physique du premier temps. Les pharaons voyageaient à Héliopolis pour la toucher, pour se connecter au moment de la création, pour revendiquer la légitimité par la continuité avec les dieux qui avaient marché sur la terre quand les eaux se retiraient. La pierre elle-même est perdue, détruite ou enterrée dans les millénaires depuis que Héliopolis est tombée en ruine. Mais sa forme endure parce que chaque pyramide en Égypte est couronnée d'un pyramidion, une pierre de fête façonnée comme le Ben-Ben, couverte d'or ou d'électrum pour capter les premiers rayons du soleil levant. La pyramide dans cette lumière n'est pas une tombe, mais un monument à l'émergence, une représentation à l'échelle du premier monticule s'élevant du déluge. Le pyramidion manquant de la grande pyramide, s'il a jamais existé, aurait été le Ben-Ben ultime. L'apex de l'axis Mundi, le point où la Terre rencontre le ciel, où l'ordre humain touche le chaos divin et le tient à distance. Les parallèles à la réalité post-catastrophe sont inévitables. Il y a 12 000 ans, alors que le Dryas récent se terminait et que le climat se stabilisait lentement, les niveaux de la mer montaient. Les glaciers fondaient, les côtes changeaient, les fleuves gonflaient au-delà de leurs rives. Pour les communautés vivant cette transition, l'expérience dominante aurait été l'eau, non comme pluie donnant la vie, mais comme inondation accablante, noyant les basses terres, submergeant les vallées, forçant la migration vers des terres plus hautes. Et puis progressivement les eaux reculèrent. De nouvelles côtes se stabilisèrent, les plaines inondables séchèrent, et dans les refuges fertiles, la vallée du Nil en premier, le premier sol stable apparut. Des îles de sol où les cultures pouvaient pousser, où les établissements pouvaient prendre racine, où la civilisation pouvait être reconstruite. Pour les survivants, cela aurait semblé comme la création, non une création métaphorique, mais littérale, un monde renaissant des eaux, une seconde chance après une quasi-extinction. Et ils encodèrent cette expérience dans le mythe. Nun comme le déluge, le Ben-Ben comme la première terre sèche, Atum comme l'esprit de survie et de renouveau. Les Égyptiens n'ont pas inventé cette histoire. Ils l'ont héritée, transmise à travers les générations comme histoire orale, ritualisée et sanctifiée jusqu'à ce qu'elle devienne la fondation de toute leur cosmologie. Zeptépi n'était pas de la mythologie. C'était une mémoire culturelle de l'âge où leurs ancêtres ont survécu au déluge et recommencé. Cette interprétation transforme la façon dont nous lisons la religion égyptienne. Chaque rituel majeur en Égypte ancienne était une reconstitution de Zeptépi. Le couronnement d'un nouveau pharaon symbolisait la restauration de Maat, le retour à l'ordre divin après une période de chaos. Le festival s'est célébré après 30 ans de règne d'un roi renouvelait sa connexion au premier temps, assurant que le cosmos reste aligné. Même les rituels quotidiens du temple, allumer l'encens, offrir de la nourriture, ouvrir les portes du sanctuaire à l'aube, étaient décrits comme accomplissant ce qui s'était passé au premier temps, comme si chaque lever de soleil était un rappel que le monde avait été sauvé une fois et devait être maintenu par la vigilance. Les pharaons eux-mêmes étaient explicites à ce sujet. Des inscriptions à Karnak, Luxor et Abydos décrivent les rois non comme des conquérants, mais comme des restaurateurs. Thoutmose III prétend avoir restauré ce qui était ruiné. Ramsès II déclare qu'il a renouvelé les monuments des ancêtres. Séti Ier se décrit comme celui qui ramène l'Égypte à ce qu'elle était au temps de Ré. Ils ne se voyaient pas comme des innovateurs. Ils se voyaient comme des gardiens maintenant une continuité avec un âge antérieur plus pur. Un âge où les dieux eux-mêmes avaient marché le Nil, où la connaissance était complète, où l'alignement entre ciel et terre était parfait. Et la preuve la plus explicite de cette croyance se trouve dans un artefact déjà mentionné.
La stèle d'inventaire découverte à Gizeh au XIXe siècle. La stèle d'inventaire est une tablette de calcaire inscrite pendant les périodes ultérieures de l'Égypte, peut-être la 26e dynastie, bien qu'elle prétende enregistrer des événements du règne de Khufu, le pharaon traditionnellement crédité de la construction de la Grande Pyramide autour de 2500 avenue Jésus-Christ. Mais la stèle ne dit pas que Khufu a construit la Grande Pyramide. Elle dit qu'il l'a trouvée. Le texte décrit comment Khufu découvrit la maison d'Isis, maîtresse de la pyramide, déjà debout à côté de la maison du Sphinx, les deux monuments existant avant son temps. Il prétend qu'il les a restaurés, a dégagé le sable autour d'eux et a construit de nouveaux temples à proximité pour honorer les dieux qui protégeaient ces structures anciennes. L'égyptologie mainstream rejette la stèle comme une fiction pieuse, une tentative ultérieure pour attribuer une plus grande antiquité au site. Mais même si la stèle n'est pas un enregistrement direct du règne de Khufu, le fait que les Égyptiens ultérieurs croyaient que les monuments étaient plus anciens que la 4e dynastie est significatif, cela suggère une tradition, une mémoire culturelle persistante que les monuments de Gizeh prédatent l'Égypte dynastique, qu'ils étaient des héritages de Zep-Tépi, du premier temps, de l'âge avant. Si nous lisons la mythologie égyptienne comme une géologie encodée, toute la cosmologie clique en place. Nous n'est pas un chaos abstrait. C'est la mémoire des mers montantes, des inondations d'eau de fonte, des côtes noyées de l'Holocène précoce. Le Benben n'est pas un concept métaphysique. C'est la première terre stable à émerger alors que les eaux se retiraient, le plateau de Gizeh peut-être ou les hautes terres de la Haute-Égypte, des endroits où les survivants se rassemblèrent et commencèrent à reconstruire. Atum n'est pas une divinité au sens moderne. Il est l'archétype de la survie, l'autogénéré, celui qui se crée lui-même à partir de rien, qui s'élève de l'eau et parle l'ordre dans le chaos. Il est la mémoire collective de ceux qui ont enduré la catastrophe et rétabli la civilisation. Maat, le principe d'ordre cosmique, vérité et équilibre, n'est pas une abstraction théologique. C'est la connaissance durement gagnée que la survie dépend de l'harmonie avec le climat, avec les cycles du Nil, avec les mouvements des étoiles. Maat est ce que les ancêtres ont appris dans le creuset de l'extinction et ce qu'ils ont encodé dans le rituel pour s'assurer qu'ils ne seraient jamais oubliés. Et les pyramides, surtout la Grande Pyramide, sont des Benben agrandis. Elles sont des monuments à l'émergence, au premier sol solide, au moment où l'humanité est sortie du déluge et a reconstruit. Leur alignement aux étoiles préserve la mémoire du ciel tel qu'il était à Zep-Tépi, le premier temps, l'âge où l'ordre fut rené. Les Égyptiens ne vénéraient pas le passé parce qu'ils étaient primitifs. Ils le vénéraient parce qu'ils se souvenaient. Ils se souvenaient que la civilisation s'était effondrée avant. Ils se souvenaient que le monde s'était noyé, que le ciel s'était assombri, que leurs ancêtres avaient failli périr. Et ils ont construit toute leur culture autour de s'assurer que cela n'arriverait pas à nouveau, par le rituel, par l'architecture, par la préservation obsessive de Maat, l'ordre qui tient le chaos à distance. Zep-Tépi n'était pas la première création. C'était la première restauration. Et chaque pharaon, chaque temple, chaque pyramide était un acte de mémoire, un refus d'oublier, une insistance défiante que le monde pouvait être sauvé parce qu'il l'avait été avant. Les dieux ne sont pas descendus du ciel. Ils ont émergé du déluge. Et les temples, les mythes, les monuments imposants de pierre, ils ne sont pas des fantasmes. Ce sont des enregistrements écrits dans les seules langues qui survivent à l'extinction. Architecture, rituel et histoire. Les eaux montèrent. La terre émergea. Et sur ce premier monticule, l'humanité recommença. Ce n'est pas un mythe. C'est ce qui s'est passé. Quand le soleil se couche à Gizeh, les monuments se transforment. Le calcaire qui brûle blanc et or sous la chaleur de l'après-midi s'adoucit en nuances d'ambre et de violet. Les ombres s'allongent à travers le plateau. Le vent meurt et alors que la dernière lumière s'estompe du ciel occidental, les étoiles émergent, d'abord une poignée, puis des centaines, puis des milliers jusqu'à ce que tout le dôme du ciel soit embrasé de lumière qui a quitté sa source il y a des millénaires et a voyagé à travers le vide pour arriver ici maintenant au-dessus de 3 pyramides qui attendaient. La nuit, Gizeh cesse d'être une ruine. Elle devient une carte. Regardez au sud. Là, bas sur l'horizon, s'élève Orion, le chasseur, le vagabond éternel,
la constellation que les Égyptiens appelaient ça, l'âme d'Osiris. 3 étoiles en alignement diagonal parfait. Al-Nitak, Al-Nilam, Mintaka, la ceinture d'Orion, l'astérisme le plus reconnaissable dans le ciel nocturne. Et en dessous d'elle, sur la Terre, 3 pyramides dans la même configuration, le même angle, la même luminosité relative. La grande pyramide correspond à Al-Nitak, Képhren à Al-Nilam. La plus petite de Mikerino à Mintaka décalée vers l'est tout comme l'étoile est décalée dans le ciel. Tournez-vous vers l'ouest. Le Nil coule au nord à travers l'obscurité. Un ruban de lumière stellaire réfléchit coupant à travers le désert. Et au-dessus, arquant à travers les cieux, coule la Voie lactée, le fleuve céleste, la route des âmes, la bande lumineuse de 100 milliards d'étoiles que les Égyptiens voyaient comme la contrepartie céleste du Nil terrestre. Rivière en bas, rivière en haut, vie sur Terre reflétant la vie dans le cosmos. L'alignement n'est pas approximatif. Il n'est pas symbolique. Il est précis, encodé dans des millions de tonnes de calcaire, conçu pour être lu par quiconque a des yeux pour voir et de la connaissance pour interpréter. Ce n'est pas de l'architecture. C'est un langage. Pendant 9 chapitres, nous avons assemblé les preuves comme des archéologues reconstituant un artefact brisé. La géologie qui prouve que le Sphinx a vu des puits que l'Égypte ne reçoit plus. L'astronomie qui date la disposition de Gizeh à un ciel qui existait il y a 12 500 ans. Les propriétés de résonance qui révèlent la grande pyramide comme un instrument accordé à la fréquence de la Terre elle-même. Le pattern global de mégalithes qui suggère une diaspora dispersée portant des fragments d'un système de connaissances unifié. La catastrophe qui a failli mettre fin à la civilisation humaine. Les mythes qui ont encodé cette catastrophe comme histoire sacrée préservée à travers des millénaires de rituels et de récits. Chaque pièce seule pourrait être rejetée, coïncidence, mauvaise interprétation, biais de confirmation. Mais ensemble, elles forment une image trop cohérente pour être ignorée. Gizeh n'est pas ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas un cimetière pour des rois morts il y a 4500 ans. Ce n'est pas un projet de vanité de rulés autocratiques obsédés par l'immortalité. C'est quelque chose de plus ancien, quelque chose d'étrange, quelque chose qui défie tout le récit de l'histoire humaine que nous avons construit pour nous réconforter avec l'illusion du progrès linéaire. Gizeh est un survivant, un monument élevé par des gens qui avaient vu la fin du monde et refusé de la laisser être oubliée. Un message encodé en géométrie, astronomie et proportions sacrées. Des langues universelles qui transcendent la culture, qui ne requièrent pas de traduction, qui parlent directement par les mathématiques à toute civilisation assez avancée pour les décoder. Et le message est ceci, nous étions ici. Nous comprenions. Nous avons survécu. Et vous pouvez aussi. Considérez ce que cela signifie de construire pour l'éternité. Pas pour une dynastie, pas pour une génération, mais pour le temps profond, pour un avenir si distant que la langue aura changé au-delà de la reconnaissance, que des nations seront montées et tombées, que la forme même de la côte pourrait avoir changé. Comment communiquez-vous à travers cet abîme? Vous ne pouvez pas utiliser des mots. La langue meurt. Akkadien, sumérien, linéaire, des scripts entiers perdus, leur signification verrouillée dans des tablettes d'argile que personne ne peut lire. Même les hiéroglyphes égyptiens ont été oubliés pendant plus de 1000 ans, leurs secrets irrécupérables jusqu'à ce que la pierre de Rosette fournisse une clé. Les mots sont fragiles. Ils s'estompent, mais la géométrie est éternelle. Le ratio de la circonférence d'un cercle à son diamètre est pi aujourd'hui et il y a 12 000 ans et dans 12 000 ans. Un triangle rectangle obéit toujours au théorème de Pythagore. Le nombre d'or apparaît dans des spirales, dans des pommes de pin, dans des galaxies. Il est tissé dans la structure de la réalité elle-même. Et si vous encodez ces ratios dans l'architecture, dans des dimensions et des proportions et des angles, alors quiconque mesure, quiconque calcule, quiconque pense en nombre comprendra éventuellement. La grande pyramide encode pi dans le ratio de sa hauteur à son périmètre de base. Elle encode phi, le nombre d'or, dans sa pente et ses passages internes. Ces dimensions correspondent aux proportions de la Terre elle-même. Des modèles à l'échelle du rayon et de la circonférence de la planète. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des signatures intentionnelles,
Des empreintes laissées en pierre par des bâtisseurs qui comprenaient que les mathématiques sont la seule langue qui survive à l'effondrement des civilisations. Et l'astronomie est éternelle. Les étoiles bougent, oui, mais elles bougent en cycles prévisibles. La précession prend 26 000 ans pour compléter, mais elle est régulière, mesurable et réversible par calcul. Si vous encodez un alignement stellaire spécifique dans l'architecture, toute civilisation future avec connaissance de la précession peut travailler à rebours, reconstruisant le ciel tel qu'il apparaissait quand le monument a été construit. L'alignement de Gizeh à Orion en 10 500 avenue Jésus-Christ est un horodatage, une signature cosmique qui dit « c'est quand nous avons construit ». C'est ce que nous savions. C'est le ciel que nous avons vu quand le monde a été rené. Les bâtisseurs n'avaient pas besoin d'écrire un seul mot. L'architecture elle-même parle, mais le message n'est pas seulement informatif. Il est existentiel. Se tenant à Gizeh la nuit sous des étoiles qui ont vu des empires monter et s'effondrer, vous sentez le poids du temps, non comme une abstraction, mais comme une présence. Ces pierres ont été ici plus longtemps que l'islam, plus longtemps que le christianisme, plus longtemps que Rome, plus longtemps que l'invention de la roue. Elles ont survécu à chaque pouvoir qui a essayé de les revendiquer, chaque théorie qui a essayé de les expliquer, chaque tentative de les réduire à de simples tombes ou monuments à l'ego humain. Elles endurent parce qu'elles ont été construites pour endurer, non par arrogance, mais par nécessité. Les gens qui les ont élevées savaient quelque chose que nous avons oublié. Que les civilisations ne sont pas immortelles. Que le climat peut s'effondrer. Que la connaissance peut être perdue. Que l'humanité, malgré toute son ingéniosité, existe sur le fil du rasoir de la survie, toujours une catastrophe loin de l'extinction. Et ainsi ils ont construit non pour eux-mêmes, mais pour nous, pour quiconque viendrait après, quiconque survivrait à l'inondation ou au feu ou à l'impact suivant, quiconque se tiendrait sur ce plateau des milliers d'années plus tard et demanderait « Qui étiez-vous et que saviez-vous » La réponse est sous vos pieds et au-dessus de votre tête. Dans la géométrie des pyramides et la lumière d'Orion, dans la résonance du granit et la mémoire encodée dans le mythe. Les bâtisseurs de Gizeh n'honoraient pas la mort. Ils la défiaient, transformant la mémoire en architecture, la survie en symbole et le temps lui-même en pierre. Et tant que ces monuments se dressent, tant que les étoiles tournent au-dessus dans leurs patterns anciens, le message reste « Nous avons été ici avant. Nous avons enduré. Nous nous sommes souvenus. Et vous pouvez aussi. » Siècle.